Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'Eming consacré au pilotage des taxes locales. Donc, je suis Yael Jacquier, responsable marketing, et je serai accompagnée pendant une heure d'Albertino Dos Santos, directeur du département consulting et fiscal chez Eming, et de Pascal Louis-Marie, manager en fiscalité locale. Bonjour messieurs. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, au cours de ce webinaire, donc ce webinaire sera enregistré, vous recevrez la présentation et le replay à la fin de la session. Et nous ferons également une session questions-réponses à la fin du webinaire. Comme ça, vous pourrez poser toutes les questions sur ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, je vous invite à utiliser le bandeau sur votre droite, vous avez une fenêtre questions. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions possibles. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc l'objectif de notre webinaire est de vous aider à ne pas vous laisser déborder par l'opérationnel quotidien, à revoir peut-être des méthodes qui peuvent être pas forcément idéales, comme souvent les bons vieux fichiers Excel que vous pouvez utiliser, et de vous aider à prendre de la hauteur sur vos besoins réels et comment les diagnostiquer. Michel Bouvier, professeur des universités et président de Fondafip, une association pour la Fondation internationale de finances publiques, s'est interrogé sur l'avenir de la fiscalité locale. Il estime que nos gouvernements font face à un choix important, soit innover et répondre au risque d'éclatement ou d'éparpillement de la fiscalité, ainsi qu'à celui d'une augmentation simultanée de la pression des divers impôts, si on considère que la fiscalité locale est encore légitime, soit laisser se poursuivre le processus bien installé de transformation vers des dotations, ou bien encore de créer un impôt national réparti par l'administration entre les collectivités selon certains critères de péréquation. Alors, nous allons rentrer donc en détail. Donc, on va voir les enjeux financiers et réglementaires de la fiscalité locale, les indicateurs clés de gestion, d'analyse et d'aide à la prise de décision, et enfin les solutions que vous pouvez mettre en place pour répondre à tout cela. Alors, je vais laisser la parole à Albertino Dos Santos. Merci beaucoup, Gaël. Tout d'abord, je suis ravi d'être aujourd'hui à vos côtés pour animer avec Pascal ce webinaire. Je vous invite à être attentif à la présentation qui sera faite, non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral, parce que pour gagner en efficacité et ne pas avoir de slides trop denses, nous avons privilégié un certain nombre d'informations qui viendront compléter idéalement la présentation écrite à l'oral. Voilà. Ça, c'est pour contextualiser et introduire le sujet. Donc, en matière d'enjeux financiers et réglementaires de la fiscalité locale, tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes sur une fiscalité que j'appellerais VUCA. Alors, VUCA, qu'est-ce que c'est? C'est volatile, c'est incertain, c'est complexe et c'est ambigu. Et pourquoi volatile, incertain, complexe et ambigu? Parce que nous sommes sur un environnement législatif, réglementaire et jurisprudentiel qui est mouvant, qui est incertain, qui est accentué par la crise sanitaire et énergétique et la guerre en Ukraine. Pour illustrer tout cela, nous pouvons par exemple évoquer les contentieux de place. Nombre d'entre vous ont connu la crise les contentieux de CSPE, pardon, qui ont été initiés à partir des années 2005, mais qui ont connu une explosion de ce contentieux en fin de l'année 2013, en décembre 2013, et qui, plus de 8 ans après, après nombre et moult décisions européennes et françaises, ont abouti à une acceptation partielle des contentieux initiaux, mais avec deux documents qu'il faut fournir, une plateforme qui a été créée ad hoc, bref, une visibilité qui, en décembre 2013, c'est quasi impossible de nous projeter sur une issue favorable ou non. Et finalement, nous l'aurons, mais presque 10 ans après, et avec une lourdeur administrative sans nom. On peut aussi citer le contentieux de taxes pour enlèvement des ordures ménagères, qui, suivant les collectivités territoriales, suivant les localités, a connu une issue favorable ou connaît aujourd'hui un contentieux juridictionnel dont l'issue est encore incertaine. Donc, j'évoquais déjà par ce biais-là la jurisprudence, mais je peux aussi citer au niveau de la jurisprudence l'arrêt GKN Driveline, qui est un véritable revirement de jurisprudence du Conseil d'État de menuiserie des centres qui datait de 2012 et qui est venu
préciser les contours de la taxe foncière industrielle et qui, pour une fois, et après de très nombreux jugements depuis 2012, est favorable aux contribuables. Mais évidemment, si vous n'êtes pas au fait de cette jurisprudence, il est possible de se tromper dans l'évaluation de sa taxe foncière industrielle. Je peux également citer la fiscalité des entrepôts. Les entrepôts sont des bâtiments qui sont, suivant la typologie d'activité, suivant les moyens techniques et les outillages qui sont utilisés, peuvent être fiscalisés de deux manières différentes, soit en foncier commercial, donc d'après les surfaces, soit en foncier industriel, d'après justement la valeur des terrains, des constructions et des aménagements de ceux-ci. Comment savoir si vous êtes dans une méthode ou dans une autre? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes en foncier commercial que pour autant vous n'avez pas la possibilité de basculer en foncier industriel? Est-ce qu'il y a un intérêt, entre guillemets, économique à le faire? Tout ça, ce sont des questions qui nécessitent des développements et des études approfondies pour pouvoir y arriver. Je peux également parler en matière de foncier commercial, pour le coup, de la révision des valeurs locatives foncières et de la juxtaposition des deux méthodes qui servaient à l'évaluation de la taxe foncière commerciale, donc la valeur locative 1970 et depuis 2017, la valeur locative révisée. Tout cela, donc ces deux méthodes sont imbriquées l'une à l'autre jusqu'en 2025 et souvent provoquent un effet trompe-l'œil à l'analyse des avis d'imposition. Je peux également citer la suppression de la CVAE. Pourquoi je mets un point d'interrogation sur cette suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises? C'est que vous avez d'un côté le gouvernement qui a affirmé, rencontre des entrepreneurs de France, qu'elle serait effectivement supprimée dès l'année prochaine. Et puis, voilà, les dernières discussions gouvernementales ont finalement aboutissent finalement plutôt à un échelonnement de cette suppression avec 50% pour 2023 et une suppression définitive sur 2024. Mais encore faut-il que ça soit voté et ce n'est pas encore gagné. Je peux également parler du bouclier fiscal. Évidemment, ce bouclier fiscal, toutes les sociétés qui sont grandes consommatrices d'énergie ont pu en mesurer les effets, même à titre particulier. Nous avons, entre guillemets, la chance d'être en France et nous pouvons apprécier les effets de ce bouclier fiscal. Mais concrètement, si nous nous situions en 2020 ou 2021 et que nous devions faire une budgétisation de nos coûts énergétiques et de nos taxes énergétiques sur 2022, nous étions loin de nous imaginer l'explosion de ces matières, enfin de ces coûts énergétiques et du coup l'intervention étatique pour ce bouclier. Je peux faire un focus justement toujours pour rester sur la partie énergétique, sur l'aide aux grandes entreprises consommatrices d'énergie, parce que les critères sont tellement précis et tellement spécifiques que nous ne connaissons pas au sein des MING de sociétés qui ont pu en bénéficier. Je m'explique. Pour être éligible à ces aides, les entreprises doivent remplir deux conditions. La première, c'est être une entreprise grande consommatrice d'énergie, c'est-à-dire avoir des achats de gaz et ou d'électricité atteignant au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021. Autant vous dire déjà sur ce premier critère, on perd une grande partie des entreprises. Et puis le deuxième, avoir subi un doublement du prix du gaz et ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021. Au sein des MING, nous ne connaissons aucun client industriel qui ait pu en bénéficier du fait de ces deux critères. Et juste pour illustrer de manière un peu très pragmatique les choses, le doublement des factures d'électricité, nous avons un client qui est à 199%. Bon, dommage, à 200% il déclenchait, mais il ne l'a pas atteint à 1% près. Et puis on peut enfin citer la gestion de la fiscalité de l'urbanisme qui est confiée à la DGFiP et qui, là encore, peut soulever interrogation. Juste pour terminer, avant de passer sur les critères très concrets que vous pourrez suivre et les différentes thématiques associées, et pour terminer sur ce côté volatile et incertain, savoir quand même en France que
la législation applicable provoque un effet de masse tellement important qu'aujourd'hui, il y a plus de 65 millions d'avis d'imposition qui sont édités et plus de 2 millions de réclamations et de demandes par an à la DGFiP qui lui impose de fait d'adapter et d'améliorer ses méthodes de gestion de l'impôt. Je parlais d'indicateurs. Alors, les indicateurs clés de gestion d'analyse et d'aide à la prise de décision, nous avons choisi de vous les présenter selon les étapes de vie d'un bâtiment. Il y a 3 étapes dans la vie d'un bâtiment: la construction, la détention, l'occupation ou l'exploitation, et évidemment la rénovation, la destruction ou la démolition. Les indicateurs de performance immobilière opérationnelle existent. Ils sont conjoncturels et ou structurels, et nous avons fait le choix de vous en présenter quelques-uns autour du cycle de vie, de ce cycle de vie du bâtiment. Débutons tout d'abord pour la construction du bâtiment, par cette construction du bâtiment. Les thématiques que vous pouvez rencontrer à partir de... je vais expliquer ça, là. À partir de cette construction du bâtiment, vous en avez plusieurs. Vous avez tout d'abord la stratégie d'implantation. Vous voulez implanter un bureau, un commerce ou une industrie en France. Évidemment, suivant la localité dans laquelle vous allez vous implanter, vous n'avez pas les mêmes obligations réglementaires, vous n'avez pas le même poids fiscal. Poids fiscal égale budgétisation. Concrètement, si je m'installe dans une région ou en particulier, ou dans une localité, une commune en particulier, je vais avoir une fiscalité différente de la commune d'à côté. Donc, concrètement, cette budgétisation va dépendre de la localité dans laquelle vous allez vous implanter. Vous allez également subir des contributions d'urbanisme. Concrètement, ces contributions d'urbanisme, elles sont adossées à vos permis de construire. Dès que vous déposez un permis de construire, vous êtes assujetti à la taxe d'aménagement, à la redevance d'archéologie préventive, et pour ceux qui sont en Île-de-France, la taxe de création sur les bureaux en Île-de-France, bureaux ou commerces, qui vient aussi aggraver ces contributions d'urbanisme. La typologie de taxation, elle est importante. Je vais vous parler des entrepôts, mais vous avez d'autres types de bâtiments qui peuvent légitimement poser question sur si ce bâtiment doit être imposé en taxe foncière industrielle ou en taxe foncière commerciale. Et enfin, les délais déclaratifs qui, comme nous le verrons, ont une importance, revêtent une importance particulière. Quels sont les indicateurs associés? Alors, pour le foncier commercial, concrètement, vous avez le coût médian des taxes. EMIG édite tous les ans un baromètre du coût foncier médian. Et là, vous avez une illustration par région, mais nous faisons des focus également sur certaines villes, sur certaines taxes. Et donc, ce baromètre des coûts fonciers peut vous être très utile pour estimer vos taxes à venir. Pour le foncier, alors du coup, pourquoi c'est très utile? C'est que, et on raisonne par rapport au mètre carré, à ce coût médian, c'est qu'évidemment, si je vous parlais tout à l'heure d'une implantation dans une commune en particulier, ce coût au mètre carré ne sera pas identique si vous franchissez une rue et que vous allez sur une autre commune. Nous avons de nombreuses illustrations de cela avec des écarts très importants d'une commune à l'autre. Donc, ce qui va être le critère, ça va être aussi la surface que vous allez avoir, que vous allez occuper, détenir, et l'affectation de ces surfaces. Aujourd'hui, dans les nouveaux bâtiments, vous avez les fameuses P1, P2, les surfaces principales, les surfaces secondaires, qui vont être taxées différemment au regard de l'imposition foncière. Vous avez aussi la valeur des immobilisations taxables. Là, on bascule sur le monde de la taxe foncière dite industrielle. Quand je vous parle d'indicateurs, donc vous avez pour le foncier commercial un coût au mètre carré. Pour le foncier industriel, si vous savez combien vous allez investir sur un site, il y a un ratio très simple qui peut être appliqué et qui concrètement revient à dire que lorsque vous investissez 100 €, nos experts ont pu démontrer que cela représentait grosso modo 1 € de taxe foncière et 0,7 à 0,8 € en CSPE, en cotisation foncière des entreprises, pardon. Donc,
c'est une indication à grosse maille qui évidemment peut être affinée et mérite d'être affinée, mais en tout cas, nos experts ont pu constater qu'elle était plutôt juste. Donc voilà, 100 euros investis, 1 euro de taxe foncière et 0,7 à 0,8 euros de CFE. La fiscalité de l'urbanisme, je vous en ai parlé avec qui était adossé au permis de construire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des exonérations, des abattements qui sont applicables aussi bien à la fiscalité de l'urbanisme qu'à la fiscalité foncière. Et donc, avoir accès aux délibérations et aux différentes exonérations qui ont pu être votées peut vous permettre de bénéficier d'un abattement substantiel, d'une exonération substantielle de vos taxes. Et enfin, je vous parlais des délais déclaratifs. Concrètement, le délai de 90 jours d'achèvement des travaux, il est très important dans la mesure où c'est celui qui vous permet d'être exonéré d'une partie importante, notamment de votre taxe foncière. Donc là, nous avons vu la partie construction du bâtiment. Si on passe à la durée de vie du bâtiment, vous avez de très nombreuses taxes qui viennent grever la détention, l'occupation, l'exploitation. Les thématiques que nous rencontrons, vous avez la taxe foncière industrielle ou commerciale, j'en ai parlé, la taxe pour enlèvement des ordures ménagères, la cotisation foncière des entreprises, la CVAE, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, la taxe sur les surfaces de stationnement, les taxes énergétiques, la TICFE, l'électricité, le gaz, la TICGN et moult autres taxes. Alors, pourquoi vous parlez en priorité de la taxe foncière? Parce que cette taxe foncière, elle a connu une hausse moyenne de 34% au cours de ces 10 dernières années, soit 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Pour vous donner une idée, le produit des taxes sur le foncier bâti atteint 35,3 milliards d'euros, soit plus du tiers des recettes fiscales de la fiscalité directe locale. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que à ce produit de taxe de 35 millions d'euros, on anticipe, avec l'augmentation des coûts énergétiques, un besoin de financement supplémentaire de 11 milliards d'euros. Concrètement, rien que pour chauffer les écoles, il y a besoin, et tous les autres établissements publics évidemment, il y a besoin de 11 milliards d'euros supplémentaires. Si on prend l'exemple de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, et si on s'y arrête une minute, elle a connu en 10 ans une augmentation de 42%, passant de 16,71 € à 23,67 € au mètre carré et propulsant cette taxe devant la taxe foncière pour les contribuables qui sont assujettis. Donc, pour les contribuables qui sont en Ile-de-France, et notamment dans la partie la plus élevée de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, globalement la région ouest, vous avez triple peine foncière, vous avez la taxe sur les bureaux, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises pour ceux qui exploitent également le bâtiment. Et concrètement, c'est ce qui fait dire aujourd'hui à Christophe Demerson, qui est le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qu'au même titre qu'il devrait y avoir un encadrement des loyers, il faudrait qu'il y ait un encadrement de la taxe foncière et potentiellement des autres, y compris de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France dont je suis en train de vous parler. Si je reviens aux 42% d'augmentation en 10 ans, si nous voulons être plus justes dans cette augmentation et intégrer l'inflation qui en 10 ans a été de 10,6%, nous constatons tout de même une augmentation de 28%. Et que dire de l'apparition de la taxe sur les surfaces de stationnement en 2016, provoquant une augmentation de 328% de cette taxe sur les parkings sur la zone la plus chère entre 2012 et 2022. Donc les indicateurs associés, vous allez retrouver là encore le coût médian des taxes, vous allez retrouver les affectations des surfaces avec les fameuses surfaces principales, surfaces secondaires et les surfaces annexes, le paramétrage des immobilisations taxables en taxe foncière industrielle, parce que si GKN Dryline permet justement aujourd'hui aux contribuables d'optimiser ces taxes, alors, vous avez peut-être en tête que la baisse des impôts de production a divisé par 2 ces taxes. Donc ça, c'est sur la valeur de ces impôts de production. C'est sur le taux qui est appliqué à ces taxes foncières. Le paramétrage de la base en tant que tel, lui, évidemment, n'est pas vu par l'administration, il doit être vu par le contribuable. Et donc, ce paramétrage à la lumière de la jurisprudence GKN Driveline doit être réalisé pour affiner cette base et éventuellement la diminuer.
Contrôle de la typologie de taxation pour certaines catégories de bâtiments. Je parlais tout à l'heure des entrepôts, vous en avez d'autres, qui doivent être regardés. Est-ce que j'ai... Ah oui, juste un autre indicateur qui est important, avant que j'oublie, c'est que sur la partie, donc, je vous parlais des 11 milliards d'euros de recettes supplémentaires qui seront nécessaires pour couvrir les frais énergétiques, les frais d'augmentation des coûts énergétiques. Et de l'autre côté, on vous parle de suppression de la taxe d'habitation, de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et même si cette suppression, elle est allée sur 2 ans, il faut s'attendre à une augmentation forte de la taxe foncière. La taxe foncière industrielle, par exemple, elle est directement indexée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH. Et à partir des derniers chiffres publiés, et hors évolution des taux d'imposition, taxe foncière et cotisation foncière des entreprises vont très probablement croître de plus de 6% en 2023. En effet, le dernier indice à fin août, il était à 5,8 et on le voit tous aujourd'hui, l'inflation continue à galoper, donc on peut légitimement s'attendre mécaniquement à une augmentation de cette taxe foncière de plus de 6%. Et un indicateur que je vous donne si jamais vous voulez, suivre et vérifier si votre taxe foncière est plutôt bien imposée en matière industrielle, c'est un indicateur très simple qui est au mètre carré pour une taxe foncière industrielle. Alors vous allez me dire, mais que vient faire la surface dans un établissement industriel? Évidemment, ce n'est pas la taxe, c'est pas la base de taxe puisque ce sont les immobilisations. Néanmoins, nos experts, là encore, ont pu démontrer qu'une moyenne au mètre carré de 10 euros en 2020 et de 5 euros par mètre carré en 2021, donc post-loi de finances et baisse des impôts de production, peut être utilisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez votre établissement industriel et que vous le divisez par votre nombre de mètres carrés, si vous êtes au-dessus de 5 euros, potentiellement, il y a une surimposition. Et si vous êtes très en dessous, potentiellement une sous-imposition. Bien entendu, ce critère ne tient pas compte des investissements historiques qui viendraient brouiller l'indicateur, mais en tout cas pour les constructions les plus récentes, il fonctionne et il est très efficace. J'en termine maintenant sur la réhabilitation. Donc la réhabilitation ou la fin de vie du bâtiment, il y a 3 situations, la rénovation, la destruction, la démolition. Les thématiques que vous rencontrez, ça va être la stratégie de restructuration de démolition, ça va être l'estimation de la taxe qui va être due après ces travaux, ça va être à nouveau les contributions d'urbanisme, parce que forcément, quand vous avez ce type de travaux lourds, vous êtes assujetti à des permis de construire. Et chose que nombre de contribuables n'anticipent pas, ce sont la décomposition des immobilisations par composants. Je m'explique. Donc, je vais m'expliquer. Ce qui va être intéressant donc en termes d'indicateurs, c'est la situation au 1er janvier. Véritablement, c'est elle qui va conditionner la typologie de taxation et les éventuelles exonérations qui seront applicables. La cartographie de l'imposition, pourquoi elle est extrêmement importante, c'est que lorsque vous réalisez des travaux aussi lourds, évidemment, ça a des conséquences sur la taxe. Mais si vous étiez très sous-imposé avant de réaliser ces travaux, il faut s'attendre du coup à une très forte augmentation. Donc ça, il faut l'anticiper et vérifier si tout était déjà correctement imposé avant ces travaux lourds. Évidemment, l'étendue de la restructuration, parce que suivant que vous détruisez totalement votre bâtiment ou que vous rénovez votre bâtiment, ça n'a pas les mêmes impacts. Et je vous parlais des décompositions par composants. Il faut identifier les immobilisations à sortir. Pourquoi, et je m'arrête là une seconde, pourquoi c'est extrêmement important lors de la démolition ou de la restructuration d'un bâtiment industriel ou commercial, c'est 2 types de bâtiments, c'est que si l'intégralité du bâtiment n'est pas complètement amortie, cela impacte pour le cédant directement l'exercice de l'année de la cession. Et alors, vous n'êtes pas sans savoir que nombre de bâtiments sont amortis sur 50 ou 60 ans, et tout ce qui n'a pas été amorti va devoir être sorti d'un seul tenant, ce qui est financièrement très impactant si ce n'a pas été anticipé. C'est pourquoi il faut intervenir en amont pour identifier les lignes du fichier des immobilisations concernées
et pour permettre à la direction financière de provisionner et étaler ce coût par le jeu des amortissements accélérés. Voilà, j'en ai terminé avec les indicateurs clés et les critères associés. Merci beaucoup Albertino. Donc du coup, l'avenir n'est pas très beau, c'est ça. Donc on va voir concrètement quelles solutions nous proposons à nos clients, comment nous pouvons vous accompagner de façon très pratique pour répondre à tous ces enjeux et que vous puissiez avoir une maîtrise et un pilotage de vos taxes assez fin. Donc, je laisse la main à Pascal Louis-Marie, sous-titré Albertino, mais c'est bien Pascal. Donc Pascal, merci de nous présenter les solutions. Bonjour à tous. Merci Gaël, merci Albertino pour toutes ces indications très importantes. Je commencerai, avant de parler de solutions, à insister sur le fait que la digitalisation reste un levier majeur pour gagner en efficacité opérationnelle, comme vous le voyez, et que 83% des directeurs financiers envisagent d'investir dans la digitalisation de la fonction finance. Pour ce qui est des outils de pilotage, j'ai le plaisir de vous présenter un software unique sur la place qui va nécessiter de se connecter. Notre prise de parole étant un petit peu plus longue que celle qui était paramétrée, je vais me saisir de mon login avec l'aide d'Albertino. Voilà. Donc en fait, c'est un software qui a été développé par Hemming, donc ça s'appelle Hemming Map, et donc en fait, on va vous montrer concrètement comment est-ce qu'on accompagne nos clients au jour le jour sur tous les outils de pilotage. Donc voilà l'accès à la plateforme. Merci beaucoup Gaël pour la transition. Donc je vous présente Hemming Map, un outil unique sur la place comme je vous l'indiquais. Vous voyez apparaître ici l'ensemble des études menées et en cours de réalisation par l'ensemble des experts d'Hemming en matière de fiscalité et plus précisément portant sur les taxes que sont la taxe foncière, taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière des locaux industriels comme commercial, bien évidemment. Donc, il s'agit d'un système d'information géographique qui agrège l'ensemble des couches de données actuellement disponibles sur la place, qu'il s'agisse de données délivrées par l'administration fiscale, les collectivités et les informations délivrées par nos experts. Ce système d'information géographique permet deux choses. Il permet d'observer les couches d'information et il permet de monitorer vos taxes. Comment? Soit de manière totalement autonome, en stand-alone, soit, si l'entreprise le souhaite, avec l'accompagnement d'Hemming. Je vous invite à vous rendre sur le module de recherche de manière autonome. Par exemple, dans le cadre d'une recherche pour une étude d'implantation ou pour observer tout type d'informations nécessaires à l'entreprise sur l'une ou l'autre de ces implantations déjà existantes, il est possible de requêter ici, soit par adresse sur une commune, soit par référence cadastrale. Au choix. Prenons l'exemple d'une entreprise déjà implantée ou qui souhaite s'implanter sur le Valois-Perret. Je vais prendre l'exemple des locaux dans lesquels nous sommes installés, à Levallois par exemple. Et vous voyez apparaître ici la parcelle requêtée. Hemming Map donne accès à la fiche parcellaire qui permet de remonter toutes les informations actuellement disponibles, que je vais vous décliner rapidement, bien évidemment à commencer par la référence cadastrale, qui peut être utile à l'entreprise pour répondre à ses obligations déclaratives dans de nombreux sujets, notamment par rapport au décret tertiaire.
la confirmation de l'adresse requêtée, la surface et le périmètre de la parcelle d'assises, la précision de la personne morale propriétaire de la parcelle, la possibilité de vérifier à quoi correspond l'unité foncière. Vous voyez qu'ici, le périmètre de la personne morale en question est bien circonscrit au périmètre. Si nous avions requêté sur cette parcelle et que la parcelle avoisinante était également propriété du propriétaire ciblé, l'aplat en magenta ici s'étendrait à l'ensemble des deux parcelles. Toutes les informations que vous voyez ici donnent accès aux détails de la personne morale en l'espèce. Ici, vous voyez apparaître le reflet du relevé de propriété, donc de la documentation cadastrale, avec le détail des informations accessibles au moyen du mandat du propriétaire. Dans l'attente d'évolution dont nous vous ferons part très rapidement, très prochainement, il est possible d'exporter l'ensemble de ces données. C'est le cas de toutes les informations que vous voyez apparaître à l'écran sur HemmingMap. Là, le reflet de la situation concernant la propriété non bâtie, l'information liée à la réglementation d'urbanisme lorsqu'elle présente des spécificités sur la parcelle ou dans la zone requêtée, la possibilité de connaître s'il existe des autorisations d'urbanisme demandées ou accordées sur la parcelle. Vous voyez qu'ici, il y a une déclaration préalable de permis de construire, pour laquelle vous avez l'ensemble des informations, notamment la date de la demande d'autorisation, l'affectation et la surface concernées par cette demande préalable. Je vais revenir sur le résultat précédent, ainsi que des informations liées aux transactions immobilières ayant eu lieu sur la parcelle. Sur celle-ci, il n'y en a pas, mais je vous montrerai que sur d'autres, comment ça peut se trouver. L'historique de la parcelle, le cas échéant. Allez, je vais me prendre sur celle-ci. Il s'agit d'informations publiques désormais. Vous voyez qu'ici, la parcelle 95 présente la particularité d'être une parcelle fille d'une parcelle mère qui était la L46. Pourquoi je vous montre ceci? Simplement parce que dans la data room du propriétaire, un certain nombre d'informations notariées indiquent la référence de la parcelle mère et non la parcelle fille. Donc, l'utilisateur du software a la possibilité d'aller chercher les informations qui lui permettent de mieux naviguer dans les informations en data room. Lorsqu'il y a eu des transactions, par exemple, sur la parcelle requêtée, l'utilisateur a le détail des transactions avec la date, ainsi que les montants à toutes fins utiles. Je reviens sur cette parcelle requêtée, simplement pour vous dire que sur l'application, vous avez le moyen de paramétrer l'ensemble des couches d'informations avec le détail qui vous paraîtra le plus commode, qu'il s'agisse des données remontées par les experts d'Hemming. Ça me donne l'occasion de vous indiquer que ce système d'information géographique est connecté en temps réel avec la base de données d'Hemming, avec une remontée de flux au quotidien, ce qui offre le maximum de transparence requise pour assurer à l'utilisateur la pertinence et surtout la mise à jour des données. Un certain nombre de couches que vous voyez apparaître à l'écran, que je ne vais pas vous détailler, dont l'ensemble des dossiers dressés par les géomètres experts, les dispositions liées aux valeurs foncières, le plan cadastral bien évidemment que vous voyez apparaître ici. Là, je peux activer ou désactiver l'ensemble de ces informations, de ces couches, pour vous montrer le dynamisme de l'application. Voilà, je parlais des dispositions de valeurs foncières, l'ensemble des données traitées par les géomètres experts aux alentours, un certain nombre de fonds de cartes à utiliser au gré de l'utilisateur, des informations liées au territoire, telles que la composition communale, les limites administratives bien évidemment, les services divers délivrant de la data. En termes d'urbanisme, tout ce qui a trait au plan local d'urbanisme, la documentation attachée, les servitudes
éventuellement appliqués dans le secteur, les permis de construire. Je ferai un zoom sur ce sujet prochainement. En matière de fiscalité, l'utilisateur a la possibilité d'avoir le zonage des secteurs économiques retenus par les collectivités, par les commissions départementales des valeurs locatives, secteurs qui régissent les tarifs applicables en matière de taxes foncières et par voie de conséquence en matière de cotisation foncière des entreprises, au gré de la typologie, en fonction de la typologie par secteur et en fonction des 39 catégories actuellement prises en compte par l'administration fiscale. Je vais décocher cette vue. Je reviens sur ma requête initiale. Je vais juste m'attarder 2 minutes sur les points que vous voyez apparaître ici. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qu'affiche l'application à ce sujet, par souci de confidentialité. Sachez juste que lorsqu'un utilisateur requête sur l'application, il est en mesure d'obtenir un certain nombre d'indications clés qui sont issues et qui sont possibles, justement rendues possibles par le fait qu'Hemming a mené ou est en cours de réalisation d'audit autour de la parcelle ciblée, ce qui permet d'étoffer, d'établir un certain nombre d'indicateurs tels que le coût médian pour une typologie donnée. Voilà pour une des façons de requêter de manière autonome sur l'application. Je réinitialise mon filtre. Je vais me rendre ici sur le module qui permet d'avoir l'information, d'observer de l'information à nouveau, de manière totalement autonome, concernant les permis de construire ou toute autre autorisation d'urbanisme délivrée sur telle ou telle localité. Je vais prendre l'exemple d'une commune assez dynamique en termes d'urbanisme sur un certain nombre d'années. Prenons un maximum de profondeur, notamment pour m'assurer de la possibilité de recourir dans les délais autorisés, pardon. Je veux requêter soit pour connaître les déclarations préalables qui ont été accordées dans le secteur qui m'intéressent, soit les permis d'aménager, les permis de construire ou les permis de démolir. Prenons l'exemple des permis de construire. Je m'intéresse aux permis qui ont été autorisés, mais je pourrais également aller me renseigner sur ce qui a été démarré, soit pour des nouvelles constructions, soit pour des travaux de construction existantes. Je peux aller dans un détail un petit peu plus fin en termes de typologie, comme vous le voyez apparaître ici, avec une fourchette de superficie, une date plus précise. Je ne vais pas aller dans ce détail ici. Je procède à ma requête. J'ai l'ensemble des permis de construire accordés sur des constructions portant sur des constructions déjà existantes, avec la référence donc des permis de construire, la date de délivrance du permis. Je peux exporter ces données. Je me rends sur l'une d'entre elles, par exemple. Voilà. Et j'ai l'information ici de l'ensemble des indications clés liées au permis de construire. Je sais qu'il y a eu une intervention de géomètre. J'ai la date de délivrance du permis de construire. Si les travaux ont déjà débuté, j'en ai l'information. De la même manière que nous pouvons savoir la date d'achèvement des travaux, il y a la précision de la surface de plancher construite pour chacune des affectations planifiées. Je peux également me rendre à nouveau sur la fiche parcellaire de la parcelle que j'ai requêtée ou sur les parcelles avoisinantes au gré des besoins pour ensuite aller animer l'ensemble des couches de données que je vous ai exposées tout à l'heure en fonction de la typologie du type d'information que je souhaite obtenir. Hemming travaille pour capitaliser sur HemmingMap l'ensemble des délibérations délivrées par les collectivités portant notamment sur les zonages économiques, des délibérations portant sur des exonérations accordées sur telle ou telle thématique. L'ensemble de ces informations, dans la mesure où l'entreprise considère qu'elle a intérêt à y avoir accès,
ces informations sont capitalisées au fil de l'eau sur l'application. C'est un développement qui est en cours, l'évolution avance de manière exponentielle à ce sujet. Voilà pour la brique observer de manière autonome les informations mises à disposition sur Hemming Map. De manière, je vais revenir sur la vue globale. Alors, l'entreprise aura accès, et notamment en termes de statistiques liées au coût médian des entreprises, à l'ensemble des indications nécessaires pour jauger la pertinence des charges que l'entreprise supporte en matière de taxes liées à des locaux commerciaux ou industriels, avec des indicateurs pertinents en fonction de chacune de ces affectations. Dans la mesure où l'entreprise considère intéressant de confier son parc en étude à Hemming, donc l'option accompagnement. L'entreprise a la possibilité de filtrer par le biais de chacune des indications que vous voyez apparaître ici à l'écran. Prenons l'exemple d'un compte démo. J'applique mes filtres. L'entreprise peut se rendre, l'utilisateur peut se rendre pour filtrer soit par société, en fonction des entités confiées, par activité, par nature de prestation, sachant que le monitoring de la fiscalité consiste à identifier les zones d'optimisation, les zones de risque éventuelles, mais aussi à confier certains périmètres en accompagnement déclaratif ou en aide à répartition de taxes au besoin. Il est possible de filtrer en fonction des statuts des études confiées, études en cours, les pistes d'économie détectées, jusqu'à l'obtention d'économies, dans le meilleur des cas. Un filtre par redevable, par propriétaire, et bien évidemment en fonction des rôles internes à l'entreprise ou propres aux collaborateurs d'Hemming. Je peux également ne pas procéder à un filtre et préférer avoir la vision exhaustive du périmètre confié et ensuite filtrer en fonction des statuts. Je m'intéresse à toutes les lignes pour lesquelles Hemming a pu obtenir des économies, par exemple, toutes les lignes pour lesquelles des pistes d'économie ont été détectées. Je peux réduire mon filtre par thématique, m'intéresser à la taxe sur les bureaux, à la CFE, à la taxe foncière, à la taxe d'aménagement, ou à me rendre, donc je peux également filtrer sur des années, ou me rendre sur une commune. Voilà, j'ai bien identifié mon besoin lorsque je me rends sur Hemming Map, et je vais filtrer de la manière la plus efficace. J'ai omis de vous préciser que l'accès à l'application limitera la vue cartographiée au périmètre confié, donc vous avez la possibilité également d'aller cliquer directement sur les zones que vous voyez apparaître ici à l'écran. L'une des commodités d'Hemming Map dans le cadre d'un accompagnement d'Hemming consiste à voir en temps réel, j'insiste bien sur ce fait-là, en totale transparence pour Hemming, en temps réel, un rapport synthétique évolutif avec l'ensemble des indications clés que vous voyez apparaître ici, par millésime, par typologie de taxe, nature de prestation, en fonction du statut, identifié par l'expert et validé en interne chez Hemming, pour porter ces informations de la manière la plus sécurisée possible à l'attention de l'utilisateur. Et vous voyez ici décliner l'identité du compte observé, la parcelle cadastrale, la précision de l'adresse. Vous avez ici la possibilité de vous rendre à toutes fins utiles sur des liens déclinant. Alors là, par confidentialité, on ne peut pas accéder à cette information, mais dans un contexte plus normal, je dirais, les détails liés à l'entreprise sont affichés. Dans la mesure où l'entreprise considérait utile pour optimiser la performance de la mission de confier la liste des intervenants internes à l'entreprise, ces informations sont portées
au rapport synthétique. Vous voyez ici apparaître le verbatim permettant à l'utilisateur de savoir précisément à l'instant T ce qu'il faut retenir de la mission qui a été confiée, la précision de la taxe, des indications particulières liées au pas de lissage, sans rentrer dans le détail. Le cas échéant, cette indication est indiquée ici. Vous voyez ici que l'écart d'imposition observé apparaît, et vous voyez apparaître ici l'une des fonctionnalités clés d'Hemmingmap s'agissant des éléments de comparaison par principe de jauge, avec le niveau de la taxe par mètre carré tel qu'elle est imposée par l'administration, le coût estimé par Hemming au regard des spécificités liées au cas d'espèce, le coût médian observé sur la commune et sur le département. Toutes les précisions que vous voyez ici apparaître, l'accès à l'ensemble des informations transmises par l'entreprise de manière sécurisée et aux données, rapports détaillés aux besoins délivrés par les experts d'Hemming. Voilà pour cet exemple. Et là, de la même manière que l'entreprise utilisateur peut le faire de manière autonome, sur les rapports, il est possible d'accéder à la fiche parcellaire avec l'ensemble des informations que je vous ai déclinées tout à l'heure. La possibilité pour le consultant de voir ce qui a pu être mené dans les environs comme étude, la possibilité pour l'utilisateur de voir quelles sont les autorisations d'urbanisme qui grèvent les parcelles avoisinantes, à toutes fins utiles, les transactions immobilières, connaître par exemple le nom du géomètre qui a pu travailler sur la parcelle qui jouxte celle qui a été requêtée, et tout type d'informations que Hemming continuera à capitaliser dans l'outil. Voilà pour cette vue correspondant à l'accompagnement d'Hemming. Je vais faire un petit tour sur cette brique statistique que vous voyez apparaître ici, qui présente un certain nombre d'indicateurs clés liés à la performance de la mission. Performance bien au-delà de la connexion que nous avons aujourd'hui, rassurez-vous. Donc, bon, je ne vais pas aller dans ce détail. Hein. Vous imaginez bien que voilà, tout ce qu'il est possible de remonter comme information statistique liée à la mission est remonté ici, à commencer bien évidemment par la somme des montants confiés à l'étude, le taux de transformation quant au résultat de la mission par statut, la somme des montants réclamés, obtenus, voilà, tout est requêtable à souhait, et nous continuons à travailler pour que cette brique statistique soit la plus étoffée possible, avec la brique de benchmark pour les entreprises qui considéreront nécessaire de se rendre de manière autonome sur cette brique. Voilà, donc c'est un gage de transparence totale de la part d'Hemming auprès de l'entreprise. J'insiste sur ce sujet, puisque à la virgule près, l'ensemble des informations disposées dans notre base de données est remontée au quotidien, avec, comme je vous disais, des indicateurs fiscaux et des comparables uniques sur le marché actuellement. Je pense que nous pouvons le dire. Pour conclure, je dirais que c'est un outil, au-delà d'être un outil d'observation, je vais enlever les filtres, au-delà d'être un outil d'observation comme vous l'avez vu, c'est un outil d'appel à action. Par le biais de push que nous avons développé sur l'application, au quotidien, l'entreprise connectée est informée des éléments utiles à déposer de manière sécurisée dans l'application, pour la porter à la connaissance de nos experts. Par biais de push également, nous nous proposons de porter de l'information en termes de veille documentaire. La brique agenda est très importante, puisque c'est quelque chose auquel nous tenons et nous veillons à nous améliorer de jour en jour
à ce sujet. Il s'agit de l'agenda des actions. Donc cette digitalisation de l'activité veille à ce que ce dynamisme soit garanti auprès de l'entreprise. Je sais que c'est un challenge. Nous avançons à ce sujet. Voilà, je conclurai en disant que c'est un appel à action pour de l'accompagnement déclaratif également, hein, pour que nous puissions veiller avec les entreprises à ce que tous les risques soient maîtrisés, et un appel à action pour mettre en œuvre toute piste d'économie identifiée. Donc des actions en réclamation. Un dernier mot pour conclure, l'interopérabilité d'Hemming va permettre à l'entreprise de se connecter avec le système d'information géographique d'ores et déjà existant au sein de son périmètre, donc dans l'entreprise, ou tout autre type d'application dont vous disposeriez déjà. Je crois avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à Gaëlle pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Pascal. Du coup, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, vous avez le petit encart sur la droite pour poser toutes vos questions en temps réel. Voilà. Pour répondre à tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Alors, j'ai une première question. Quelle est la fréquence de mise à jour des cartes, des couches de données qui sont sur Alors, question assez fréquente et c'est normal. Hein. Donc, mettre à disposition de l'information, c'est intéressant, c'est important, mais c'est encore plus important de pouvoir garantir la mise à jour la plus fréquente possible de ces données. Je répondrai, Gaël, en disant que ça dépend de la couche d'information. Concernant les informations qui proviennent de l'administration, alors je vais peut-être aller dans le détail. Hein. Je vous ai montré les fiches parcellaires tout à l'heure. Elles comprennent notamment les données des parcelles. Donc c'est une source de la Direction générale des finances publiques. La fréquence de mise à jour est de 3 mois pour ce qui est des références cadastrales, de la contenance, des surfaces, des périmètres, etc. Concernant le détail de la personne morale, la fréquence est de 3 mois également. En fait, hein, tout ce qui est lié au cadastre, la fréquence est trimestrielle. Concernant la réglementation d'urbanisme, c'est une mise à jour au fil de l'eau. Voilà, les communes, les collectivités prennent leurs délibérations quand elles souhaitent. Alors, il y a des saisonnalités très certainement, mais en tout cas, dès que l'information est disponible, elle est remontée. Pour ce qui est des autorisations, la source, beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, il s'agit des informations d'ores et déjà désormais délivrées par Citadel. Alors, ça fait un moment historiquement que ces informations sont ouvertes, mais de manière dématérialisée, ça fait pas si longtemps que ça. Cette fréquence de mise à jour est de 6 mois. Tous les délais que j'évoque aujourd'hui ont vocation à se raccourcir. Bon, je ne vais pas parler pour l'administration ni pour les collectivités, mais c'est la tendance, et vous vous en doutez. Pour ce qui est des transactions immobilières, la fréquence de mise à jour est de 6 mois, de même que pour l'historique des parcelles. Concernant l'ordre des géomètres, donc notre software est connecté avec la base géofoncier développée par l'ordre des géomètres experts, dont certains Emmers font partie. Cette fréquence de mise à jour est immédiate. Donc, lorsqu'il y a des travaux réalisés sur la parcelle en question ou sur les parcelles avoisinantes, vous en avez la connaissance dès que Géofoncier remonte cette information au fil de l'eau. Pour tout ce qui est risques environnementaux, tout ce qui est réseau et prestataires divers, cette fréquence est propre à chacun de ces intervenants. De même que pour les 50 cartes, les plus de 50 cartes qui traitent des thématiques que vous avez pu observer en partie, cette fréquence est variable. Je terminerai en disant que, me répétant, hein, mais c'est important d'insister là-dessus, la fréquence de mise à jour des informations délivrées par Hemming est quotidienne. Voilà, ça nous expose, ça nous challenge, mais on considère que c'est un facteur clé
de performance pour les entreprises qui nous font confiance. Du coup, concrètement, si jamais une entreprise veut avoir une map chez elle, comment ça se passe? Alors déjà, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien et on observe que ça se passe de mieux en mieux. On va veiller à calibrer notre proposition en fonction des besoins exprimés par l'entreprise qui nous sollicite. Il y a une gamme d'offres qui existe d'ores et déjà. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, hein. Il y a une gamme, une offre basique, une offre professionnelle, et on va être très inventif à ce sujet. Il y a une gamme premium. Donc on ira dans ce détail en fonction des besoins exprimés. Et ces gammes viennent en complément des offres historiques d'Heming en matière de conduite et d'observation de portefeuille au success fees notamment. Et d'un point de vue sécurité des données, comment ça se passe? En termes de sécurité, alors Heming est certifié ISO 27001, donc c'est une chose très importante. On travaille avec de très grandes entreprises, de plus ou moins grandes entreprises, donc de très grandes. Et pour toutes les entreprises qui nous font confiance, de toute façon, on se doit d'avoir cette sécurité. Donc, nous invitons nos clients et partenaires à nous transmettre de manière sécurisée dans l'application l'ensemble des éléments utiles de manière sécurisée au quotidien. Exactement. Et juste à titre de complément d'information, donc Heming est certifié ISO 27001 dont le renouvellement a été fait l'année dernière. Et concrètement, lorsque nous répondons à des appels d'offres ou travaillons sur une proposition commerciale, nous avons souvent affaire au RSSI, donc côté informatique de nos prospects et clients. Et lorsque nous évoquons cette certification, 3/4 des questions ne sont plus nécessaires. Parce qu'effectivement, ça nous impose aujourd'hui beaucoup de sécurité dans le traitement des informations qui sont gérées. Et au-delà de cette certification ISO 27001 qui est propre à la sécurité des données, nous sommes aussi certifiés de 9001 qui est, elle, propre à la satisfaction de nos clients. Mais elle est aussi, à mes yeux en tout cas, aussi importante. Merci beaucoup, messieurs. Si vous avez encore d'autres questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, la réglementation, des indicateurs et des solutions de pilotage, un Heming Map loin d'un fichier Excel. Donc si vous avez d'autres questions à poser, je vous invite à nous les envoyer, nous restons à votre disposition. Le replay de ce webinaire et les présentations vous seront envoyés par mail, donc vous recevrez l'intégralité de ce qu'on a pu échanger ce matin. J'étais ravie de faire ce webinaire avec vous, messieurs. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Gaël, merci à tous. À bientôt, merci.